Et on commence par ce chiffre, 54% des Britanniques sont pour que Boris Johnson réalise le Brexit par tous les moyens, quitte à suspendre le Parlement pour empêcher les députés de le stopper, selon un sondage du Télégraphe. Alex Taylor, merci d'être avec nous pour commenter cette sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Vous êtes journaliste européen, auteur de Brexit, l'autopsie d'une illusion. Voilà, tout est dit, je pense, avec ce titre. Mais qu'est-ce qui leur prend, ces Britanniques, de dire ça? Un Brexit par tous les moyens, quitte à fermer le Parlement. Ils sont inconscients, ces Britanniques, ou quoi? C'est l'un des problèmes. Vous avez cité ce sondage qui paraît à la une du Télégraphe. J'étais moi-même un peu étonné, mais quand on gratte dans l'article, on voit en fait que c'est très manipulé. Et ce journal, qui autrefois fut l'une des gloires de la presse britannique, a écarté tous les don't know, les gens qui ne sont pas exprimés, sans opinion. Donc c'est un sondage pour le moins douteux. Ah mais non, mais je veux dire, ce journal paye, je crois, 300 000 livres par an, Boris Johnson lui-même, pour être chroniqueur. Et c'est quand vous savez que 80% des journaux britanniques sont pour le Brexit, parce que pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à des manias de la presse qui veulent surtout pas être contrôlés par les lois de Bruxelles. Donc tout est dit là-dedans, et c'est l'une des raisons qui explique le choix de mes ex-compatriotes, parce que je suis français. Mais dans la nanoseconde. D'ailleurs, j'étais sur ce plateau le soir du référendum, j'étais tout sourire parce que les premiers sondages, c'était vers 1h de la nuit, prédisaient la victoire du Remain, le fait de rester dans l'Union européenne. Donc je me rappelle, c'était le dernier interview que j'ai fait pendant qu'on pensait encore. Le lendemain, j'ai fait 3 heures de sommeil. Je me suis réveillé et dans la nanoseconde où j'ai appris le résultat, je me suis dit, maintenant je deviens français pour rester. Vous avez pris la décision et c'est fait maintenant. Oui, mais pour rester ce que je suis profondément européen. Européen. Alors depuis votre livre, Boris Johnson est arrivé au pouvoir, au 10 Downing Street. Comment pas à cause d'eux, mais il est arrivé quand même, oui. Alors comment vous le vivez, cet arrivé au pouvoir? Je pense que c'est une très bonne chose, très franchement, parce que pendant 3 ans, on a eu un problème avec le Brexit. Le problème était dans la tête de Theresa May. C'est quelqu'un qui avait fait campagne pour rester dans l'Union européenne, en disant que c'était un très mauvais choix, que ça mettait en cause beaucoup de choses, notamment le succès économique du pays. Puisqu'elle a eu vacances au pouvoir, tout d'un coup, elle devient première ministre pour défendre exactement le contraire de ce qu'elle avait dit 2 mois auparavant. Boris Johnson, enfin, je crois que Boris Johnson aussi, dans le Télégraphe, a fait 2 éditoriaux pour ou contre avant de se décider, mais au moins, il était à la tête de la campagne pour rester. C'est un Brexiteur, et maintenant, on en a pour notre argent. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui défend le Brexit même le plus dur. Et il ira jusqu'au bout avec... Ah, c'est pas sûr. Pourquoi vous dites ça? Non, le Brexit, c'est pas du tout acquis, parce que le Parlement, malgré ce qu'on peut... Parce qu'il faut toujours rappeler que Boris Johnson a une majorité d'1 siège. Il est minoritaire. Il compte déjà sur le parti des extrémistes de l'Irlande du Nord, un petit parti qui s'appelle le DUP, DUP, et c'est pas du tout sûr qu'il puisse imposer un Brexit sans accord, surtout qu'il a isolé pas mal de ses propres députés. Il y a l'ancien ministre des Finances, Philip Hammond, qui a prévenu aujourd'hui qu'il voterait même une motion de censure contre son propre parti, lui qui est député conservateur. C'était le ministre de Mrs. May. Il n'est pas seul, il y a au moins une trentaine de députés qui réfléchissent en ce moment, conservateurs, s'ils ne vont pas appuyer, eux, une motion de censure pour faire tomber leur propre gouvernement, parce qu'ils sont tellement opposés au No Deal et à Boris Johnson. On en est là. Alors rien n'est joué, même si lui, il l'a dit, avec ou sans accord. Au 31 octobre, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne. C'est ce qu'il a affirmé. On fait le point avec Maëlys Kéroas. Nous allons sortir, avec ou sans accord, le 31 octobre. Boris Johnson ne reculera devant rien pour mener à bien le Brexit. Le principal problème, c'est l'Irlande du Nord. Avec un no deal, elle risque de voir réapparaître une frontière terrestre avec la République d'Irlande. C'est pourquoi l'Union européenne a proposé un filet de sécurité, une solution à laquelle s'oppose le Premier ministre.
Ce que nous voulons, c'est être absolument clair sur le fait que le filet de sécurité n'est pas une bonne chose, qu'il est mort, qu'il doit disparaître, que l'accord de retrait est mort aussi, qu'il doit disparaître, mais qu'il y a de la place pour un nouvel accord. L'autre inquiétude concerne les entreprises britanniques. Selon le Sunday Times, une opération nommée Kingfisher serait en cours. Elle viserait à soutenir financièrement les groupes menacés de faillite si aucun accord n'est trouvé. Et il faut aller vite. Le 31 octobre, c'est dans un peu plus de 2 mois. D'ici là, aura lieu la rentrée parlementaire. Boris Johnson possède une faible majorité et l'opposition compte bien déjouer ses plans. Et oui, Alex Taylor, c'est ce que vous disiez, les députés d'opposition qui pourraient s'opposer à une sortie sans accord. On rappelle quand même que le Brexit concerne l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. En tout cas, la livre sterling est au plus bas depuis 34 ans face au dollar, donc depuis Thatcher, au plus bas face à l'euro depuis 2008, donc la crise, donc beaucoup de craintes aujourd'hui. Mais comment c'était avant que le Royaume-Uni entre dans l'Union européenne? Comment c'était avant? Mais je suis bien placé pour le savoir parce que j'étais là dans les années 70. On oublie souvent la Grande-Bretagne, après la Grande Guerre bien sûr, mais était complètement appauvrie. C'est pour ça que la Grande-Bretagne a passé 10 ans à frapper à la porte pour rentrer dans le marché commun. La Grande-Bretagne des années 70, c'était l'homme malade de l'Europe. Économiquement, une inflation à 26%. Moi je me rappelle, il y avait des semaines de 3 jours seulement d'électricité, tellement il y avait des grèves des mineurs tout le temps. Moi, je faisais mes devoirs d'école, parfois à la bougie. C'était pas un endroit... C'est ce qui explique d'ailleurs l'arrivée de Thatcher au début des années 80, parce qu'il y avait un tel mouvement contre tout ça. Mais c'était pas un endroit si simple à vivre que ça. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens comme moi étions ravis de profiter de ce libre mouvement, comme on dit en anglais, free movement, de la libre circulation pour pouvoir aller chercher du travail ailleurs, notamment ici en France. Mais évidemment, les gens ont la mémoire courte. Alors, pour sauver l'économie britannique et donc les entreprises, Boris Johnson a un plan, l'opération Kingfisher. Tout va bien alors? Boris Johnson, vous parlez du même Boris Johnson qui a promis 350 millions de livres par semaine pour les hôpitaux. Pour le moment, on les attend encore. Boris Johnson, son truc, il faut savoir que c'est une espèce d'optimisme. C'est pour ça que les 130 000 membres du Parti conservateur l'ont élu. Parce que c'est un tel marasme depuis 3 ans qu'ils cherchent, surtout après Mrs May, qui n'avait aucun charisme, quelqu'un qui répond à toutes les questions. Tout ira bien, vous allez voir, tout ira bien. Mais on a vu dans votre reportage, si je peux me permettre, oui, il dit qu'il ne veut pas le filet de sécurité. C'est très bien de dire on ne veut pas de backstop. Irlandais. Mais il y a une raison pour ça. C'est-à-dire que puisque la Grande-Bretagne sort de l'union douanière et sort du marché unique européen, c'est la seule frontière entre la République d'Irlande, donc l'Union européenne, et ce qui va être un pays tiers. Donc il faut une frontière. Il clame haut et fort, on veut les règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, mais ces mêmes règles, ils ne disent pas insistent sur une frontière. Donc c'est très bien de dire on ne veut pas le filet de sécurité, mais est-ce qu'on a vu dans le reportage, moi, depuis 3 ans que j'écoute Boris Johnson, je n'ai jamais entendu la moindre autre solution que de dire ça va très bien aller, ou sinon il va y avoir des solutions technologiques pour ça. Mais pour le moment, on les attend toujours et on est à 2 mois. Et aussi, vous m'avez parlé de la Grande-Bretagne des années 70. Chaque fois que j'allumais la télévision, on avait peur des attentats de l'Iran. Oui. Cette même frontière, c'est la crainte. Mais évidemment, cette même frontière, on l'oublie toujours, était la frontière la plus armée en Europe à l'époque, dans les années 70, plus armée même que le rideau de fer, par la pure densité. C'est pour ça qu'on a très peur que ça revienne. Alors aujourd'hui, 240 000 entreprises sont engagées dans des liens commerciaux avec des pays de l'Union européenne. Apparemment, le gouvernement a dressé une liste. Dans votre livre, vous donnez l'exemple des pêcheurs de Grimsby, par exemple. C'est très intéressant, ça. C'est complètement... Enfin, ça dépasse, mais tout le Brexit est là, si vous voulez. C'est des gens qui... Grimsby est une ville, un port au nord de l'Angleterre qui a voté, je crois, 70% pour sortir de l'Union européenne. Mais en fait, ils vivent des fruits de mer. Et ils se sont aperçus après que quitter le marché unique, c'est avoir des frais de douane et aussi des retards, ce qui n'est pas évident pour les huîtres à la frontière, ça risquait de couper leurs vivres. Donc ils se sont fondus d'une pétition, sont allés fièrement montrer leur pétition au 10 Downing Street pour demander une exemption
non pas pour les fruits de mer, mais pour les fruits de mer de Grimsby seulement. Ils viennent chez eux. Voilà, enfin, ça montre la mentalité des Brexiteurs. Un Anglais sur 5 stockerait actuellement des provisions comme en temps de guerre. Finalement, des pénuries alimentaires, de médicaments sont à craindre, vraiment, c'est justifié. Justifié. Ce week-end, j'en crois rêver, ils ont prévu 300 millions de livres pour transporter les camions, je dis bien les camions, des avions fret au-dessus de la Manche en cas de retard. Le mot intéressant dans votre question, c'est aussi guerre, comme en temps de guerre, parce que je l'explique un peu dans mon livre aussi, parce que je les connais bien, les Britanniques, je suis d'origine britannique. Le Brexit repose souvent sur une espèce de nostalgie perdue des heures de gloire de la Grande-Bretagne, parce que contrairement au reste de l'Europe, la Grande-Bretagne est sortie vainqueur, c'est du bon côté. Donc il y a une espèce de mythologie qui informe l'identité britannique. Et les Brexiteurs, si on regarde dans cette même presse dont je vous parlais, souvent c'est couché dans des termes comme dans la guerre. Par exemple, Boris Johnson aujourd'hui a parlé dans le Facebook et justement il a critiqué l'ex-ministre des Finances pour avoir collaborators avec nos amis en Europe. Tout est couché dans cette nostalgie de la guerre qui est vraiment ancrée dans l'identité britannique. Mais qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça, la reine-mère, malgré sa La neutralité? reine-mère est morte, la reine. Elisabeth II, pardon. Question intéressante. Malgré sa neutralité politique, oui, mais c'est ça le tout au long problème. de Le son problème, règne. c'est que qu'est-ce qui va se passer s'il y a une motion de censure? Donc, et si ces députés conservateurs votent contre leur propre parti, donc il n'y a plus la confiance du Parlement dans Boris Johnson. Boris Johnson a dit que même dans ce cas-là, il resterait jusqu'à après le Brexit. Donc tout est intéressant parce que est-ce que la reine, qu'est-ce qu'elle fera si le leader de l'opposition va aller la voir en disant moi j'ai réuni assez de députés pour être le Premier ministre. Et là, chose quand même extraordinaire, la reine devra trancher constitutionnellement entre Boris Johnson qui refuse d'éjecter et le ministre, le leader de l'opposition qui prétend lui avoir l'autorité pour devenir Premier ministre. On essaie de la tenir à l'écart parce qu'elle n'a jamais joué, c'est son truc, elle est là pour porter des chapeaux et dire « it's very nice », etc. Mais, Histoire assure, donc rien n'est joué. Alex Taylor, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste européen, français maintenant, auteur de Brexit, l'autopsie d'une illusion aux éditions Lattès.